Vous écoutez le podcast de la formation. Le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour Nadège, j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la formation. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Laurent, je te remercie de cette invitation. C'est avec grand plaisir que je viens participer à ce podcast. Donc je m'appelle Nadège et je suis formatrice depuis bientôt 10 ans dans le secteur assurantiel. Début de carrière en formatrice interne au sein d'une mutuelle pour ensuite avoir bifurqué et puis avoir passé mon titre de formatrice professionnelle pour adultes et avoir intégré un centre de formation pour être formatrice à temps plein. Très bien. De quelle expérience tu voudrais nous parler aujourd'hui ? Je veux partager une expérience que j'ai vécue dans le centre de formation où je suis actuellement, sur une animation de séance. D'accord, vraiment du pratico-pratique. Du pratico-pratique. Au cœur de notre activité de formateur. formateur. Au cœur de l'apprentissage. Très bien, je t'écoute. Le contexte de cette expérience est le suivant. Une mutuelle, mon secteur professionnel, m'a demandé de construire 2 parcours de formation puisque leurs besoins sur 2 métiers étaient des recrutements en externe sur des profils éloignés des compétences cibles. La solution a été la formation puisqu'elle sert à combler un écart d'une compétence pour être amené à être opérationnel sur un poste de travail. 2 métiers, gestionnaire de prestations santé et puis conseiller clientèle à distance, toujours sur le secteur de la complémentaire santé. Donc construction du parcours et sur lequel j'ai été référente et amenée à animer, avec d'autres formateurs également sur ces parcours-là, animer des séquences et des séances de formation. Et donc l'expérience que je souhaite partager aujourd'hui, c'est sur l'animation, sur la phase d'introduction, la phase de démarrage d'une animation de séance, une problématique qui s'est posée sur des apprenants qui, au moment de l'accueil, n'étaient pas présents à leurs apprentissages, où il a fallu prendre un temps avec eux pour aller voir ce qui se passait et pour trouver une solution. D'accord. Faciliter les apprentissages derrière. Donc si je résume, ta mission, c'est de permettre par la formation, dans 2 axes métiers différents, de recruter des personnes pour une assurance. Oui. Très bien. Et là, donc, tu nous évoques cette dimension de prendre le temps pour. Tu commences pas, alors j'y vais, c'est moi, je suis prête. Tu vas plutôt dans eux où ils en sont et comment on les ramène donc à cette présence aux apprentissages. Comment tu t'y es pris alors ? J'ai pris pour habitude, lors de l'accueil des stagiaires, des apprenants stagiaires, peu importe d'ailleurs le mot qui est utilisé, de m'inscrire dans le moment où eux en sont en fait, de ne pas m'imposer au démarrage de l'accueil pendant la séance ou la séquence et de m'intégrer à où ils en sont à l'instant T, au moment présent en fait. Comment tu t'y prends pour
pour justement savoir où ils en sont, eux? Comment ça se passe? Être présente soi-même en tant que formatrice, écouter. Tout en amont, dans le début des parcours, il y a évidemment un climat de confiance à instaurer, une posture à garder de facilitateur, facilitatrice, puisque les parcours sont créés pour les apprenants, donc c'est vraiment l'apprenant au cœur, au centre du parcours, ce qui permet ensuite d'avoir un écart humainement entre le groupe de stagiaires et le formateur qui est au-dessus, mais vraiment humainement être, on est au même niveau et nous formateurs, formatrices, être là pour les accompagner dans leur parcours et qu'ils atteignent les attendus en termes d'objectifs pour être opérationnels derrière, puisqu'on est bien ensuite dans le transfert dans le système travail. On est en écoute active, l'écoute active ou écoute sensible, c'est-à-dire que il y a le verbal mais aussi le non verbal en fait à percevoir, et une perception qui est même autre que le non verbal qu'on peut développer en capacité, et on questionne évidemment. On questionne. En créant ce climat de confiance, on peut poser des questions auxquelles évidemment ils peuvent répondre ou pas, parce qu'on a accepté aussi que poser une question, mais de ne pas attendre de réponse en retour, en fait. Dans ce que j'entends, je me dis, mais du coup, est-ce que je ne prends pas des risques, moi, en tant que formateur, de me décaler de, tu vois, j'ai prévu ça, j'arrive, je fais ça, genre la checklist, 1, 2, 3, je déroule. Et là, tout d'un coup, tu me dis, non, moi, j'arrive, je prends la température, je mesure avec tous les outils que j'ai, que ce soit verbaux ou non verbaux. Et là, tout d'un coup, je m'adapte. Mais comment tu peux garder ton fil à toi? C'est facile? C'est pas facile? C'est comment ça marche un peu ça? Peut-être l'inclure dans la préparation de la séance ou de la séquence. Bien évidemment qu'on doit, dans notre préparation, la construction du scénario du SPS, du scénario pédagogique de séquence ou de séance, construire les activités, l'objectif, l'évaluation. Il y a une part inhérente à l'humain sur l'aléa ou même sur la logistique qu'on doit intégrer sans savoir ce qui va se passer en fait. Mais on garde toujours l'objectif en vue. Les apprenants gardent toujours l'objectif en vue et il y a toujours des solutions aux problématiques. Quand tu dis les apprenants gardent toujours l'objectif en vue, ça veut dire que l'objectif il est partagé à un moment? L'objectif est partagé. Dans la phase d'introduction, il y a l'accueil, on resitue les apprentissages avec eux dans leur parcours, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'ils en sont, et puis ensuite on amène à présenter l'objectif, ce qui est attendu. Et puis les étapes, les activités pour le chemin en fait d'apprentissage. On présente le chemin d'apprentissage avec qu'est-ce qui est attendu, quelle est la finalité. D'accord. Là, quand tu fais ça, on est toujours, tu sais, on dit que le temps est l'ennemi du formateur. Mais accepter cet aléa, c'est résister justement à cette injonction de temps. Et comment ça se gère concrètement ça? Alors la notion de temps, je te remercie de l'aborder, puisqu'effectivement, on prend comme injonction. Au début, je le vivais comme ça, une injonction. J'ai 14 heures pour telle séquence, ou j'ai que 2 heures pour telle séance. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic où maintenant, ce temps-là est une contrainte, et la contrainte, elle n'est pas négative en fait. La contrainte au sens, c'est un élément à prendre en compte comme tout autre élément en fait. Ce qui permet de lâcher prise. Pas lâcher prise au sens où on ne contrôle plus rien. Au contraire, le lâcher prise permet de maîtriser et de se recentrer sur
sur l'élément principal qui est l'apprenant en fait. Et ça permet effectivement de ne plus vivre le temps comme une injonction, mais de l'intégrer dans la préparation, dans la construction, et en sachant que c'est en vivant l'animation avec les apprenants que chemin faisant, les solutions se trouvent. Et dans cette capacité justement à les accompagner dans leur dimension à eux, on s'y retrouve, nous, en tant que formateurs, dans les objectifs qui sont visés, dans ce pourquoi on est là. Hein. Nous, on est là pour des objectifs pédagogiques opérationnels, pour qu'ils soient validés. Et ça fonctionne, là on s'y retrouve ou on accepte de ne pas y aller du tout, par exemple? Si, on s'y retrouve, puisque l'objectif, l'OPO, hein, si on veut parler en acronyme, il ne change pas. Et il reste à atteindre. Sur ce chemin d'apprentissage, les apprenants d'abord l'ont en permanence en vue. Oui. C'est ce qui permet justement sur ce chemin d'apprentissage de pouvoir gérer les aléas. Si la ligne n'est pas toute droite pour réussir, peu importe en fait. On va prendre des chemins de traverse, mais on sait où on doit aller. Ils savent où ils doivent aller. Ce n'est pas notre objectif en tant que formateur. Ce n'est pas notre objectif pédagogique opérationnel. C'est celui des apprenants. Tout à fait. Quand on co-construit avec eux, là, parce que ça, c'est de la vraie co-construction, oui. Moi, j'entends dans ce que tu me dis le passage entre j'enseigne et ils apprennent. Du coup, tu lâches le côté j'enseigne pour favoriser le côté ils apprennent. Et là, l'engagement, tu le mesures différemment. Ils sont plus impliqués quand tu les mets dans cette situation-là. Ils y vont, entre guillemets, ils adhèrent ou pas? Oui, évidemment, puisque du coup, les séquences et les séances leur appartiennent. Ça n'appartient plus aux formateurs. Comment tu fais pour qu'ils aient la bonne représentation de là où il faut aller? Parce que tu dois, en tant que facilitatrice, accompagnatrice, montrer ce chemin. Comment tu sais que, un, ils l'ont perçu et deux, c'est bon, on est dans le bon sens? Phase d'introduction, puisque dans cette phase-là, et je le prends tout au long du chemin d'apprentissage, je recueille leur interprétation. Dans la phase effectivement d'introduction, au démarrage d'une séquence, et puis ensuite à chaque séance, et même pendant les séances. Ce qui permet que le chemin soit toujours dans le sens de l'objectif à atteindre. Ça peut être par un questionnement, ça peut être par resituer, reprendre les interprétations. C'est normal, hein, on est lié à l'humain, et puis chacun a ses représentations. Donc apprendre au démarrage, tout le long. Également. Quand tu me parles de cette posture-là, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel au début quand on commence notre métier de formateur? Est-ce que c'est quelque chose que pour toi ça a été naturel ou pas? Comment c'était ça? Oui et non. Ça, c'est une réponse, Laurent. Ouais, j'adore. Du coup, ça va être bien parce que tu vas me dire les deux choses. Tout dépend de qui on est en tant que formateur et formatrice. D'accord. Tout dépend parce qu'on vient avec ce qu'on est en fait en tant que formateur. Bien évidemment qu'on s'outille, qu'on travaille des méthodes, de la stratégie pédagogique. Il y a une part et il y a une grande part inhérente à ce que l'on est. Donc je dirais que pour ma part, je me lance pas de fleurs, hein, mais c'est un parcours aussi, c'est un chemin personnel d'être centré sur l'autre et de développer cette écoute active et sensible au sens sens. Oui. Pour d'autres collègues, ça a été plutôt de l'acquis, donc il a fallu effectivement qu'ils se repositionnent dans leur posture, mais également sortir des carcans et de leur représentation propre
pour réussir à être centré sur les apprenants et construire en fonction d'eux et non pas en fonction de nous. Tout à fait. Tout à fait. Le cours est fait pour celui qui le suit, pas pour celui qui le construit. C'est vraiment une règle qu'on doit s'appliquer. C'est-à-dire comment eux y réagissent et comment moi je m'adapte à leur réaction. Oui. C'est la clé. C'est la clé. Dans cette mise en œuvre, tu as des exemples précis de personnes qui n'étaient pas forcément là, qui sont revenues. Tu as des choses à nous raconter dans cette dimension-là ? Oui. Par exemple ? Tout à fait. Justement, sur ce contexte d'avoir construit 2 parcours suite à un besoin, une demande d'une entreprise, sur ce parcours-là, on était plusieurs formateurs à intervenir. Donc, je n'étais pas tous les jours avec les 2 groupes. 2 groupes où, dans le parcours de formation, il y avait un socle commun, en fait, puisque on est sur la même entreprise, le même secteur d'activité. Donc, un socle commun de compétences pour ensuite le parcours continue avec des spécificités de chaque métier. Et à l'accueil sur une journée, sur une animation de séance, je n'avais pas eu les groupes depuis plusieurs jours et je les récupère émotionnellement, pas dans l'affaire, on va dire, Ouais. pas dans les apprentissages. Et là, ça a été un moment fort et un moment clé pour moi dans ma pratique professionnelle, de ne pas être attachée au contenu de la formation et d'être présent aux conflits socio-cognitifs et socio-affectifs qui va de pair que vivent les apprenants. Donc il a fallu lâcher prise sur le contenu pour être présent. Et c'était une séance de 5 heures. Et au démarrage de la séance, j'ai dû passer 3 quarts d'heure quand même à les écouter, à écouter leurs mots MOTS et leurs mots MAUX. Ce temps-là nécessaire. C'est pour ça que depuis lors, je ne prends plus le temps comme une injonction, mais comme un élément comme un autre, puisque ensuite, la suite de la séance a été au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, bien qu'en tant que formateur, on n'a jamais de préjugés à avoir ou de présuppositions à avoir. Mais comme on fait ensuite une analyse de pratique professionnelle, évidemment que ça a été un moment fort. Je le raconte ? Tu veux, ouais. Je le raconte. Oui, parce que c'est ça le cœur de notre métier, c'est de vivre ça, quoi. Accueil de cette séance avec donc les apprenants sur les deux métiers. Donc comme je te le disais juste avant, ils n'étaient pas dans l'affaire, donc j'accueille. Je contextualise avec eux les apprentissages. Rapidement, je me rends compte que personne n'est présent à la séance. J'ai arrêté du coup cette phase de contextualisation pour leur demander ce qui se passait en fait. Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce que c'est le moment d'en parler avec vous ? Je sens que j'ai questionné en fait, en acceptant la réponse ou c'est pas le moment, etc. Mais toujours être là en tant que solution, toujours être là en tant que facilitateur. Oui, le but, c'est pas la peine de parler dans le vide. Oui. S'ils sont pas là, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Ils acceptent d'évoquer effectivement le fait qu'il y ait une problématique. C'était des craintes en fait, puisque le parcours de formation, on était juste avant le départ en stage. Et donc il y avait des craintes fortes, puisque le stage se déroulait dans l'entreprise qui était futur employeur. C'était une POC, préparation opérationnelle à l'emploi, non pas collectif, mais une POI, individuelle, parce que c'était une seule entreprise.
Et donc des craintes très fortes sur le fait que est-ce que pendant le stage, s'il n'était pas aux attendus de ce qu'attendait l'entreprise, est-ce que derrière ça mettait fin où il n'y aura pas de contrat. Donc l'enjeu était fort en fait. Et en plus c'était deux groupes sur deux métiers différents, donc avec des responsables différents dans l'entreprise, donc des questionnements en plus entre groupes, des interprétations différentes, etc. Ma posture, mon rôle à ce moment-là a été je me revois. J'étais debout, donc du coup à ce moment-là je me revois prendre une chaise, m'asseoir avec eux pour que ça fasse vraiment un moment de partage et être en groupe. Et j'ai écouté. J'ai écouté. Je ne suis pas finalement intervenue tant que ça en tant que formatrice. Et c'est là où on voit également que les apprenants adultes sont un potentiel et des ressources infinies, puisque d'avoir laissé ces échanges se faire entre eux, ils n'avaient pas eu l'occasion d'échanger entre eux en groupe, sur les deux groupes. Ils ont verbalisé, ils ont partagé. Dans l'échange, de s'écouter, j'ai juste peut-être été là pour réguler quand même, pour pas que tout le monde parle en même temps et dire écoutez ce que telle personne a à dire, sans juger. Si peut-être poser un cadre quand même. On s'écoute, on ne juge pas, on accueille ce que l'autre a à dire et on partage. Ils se sont autorégulés entre eux. Certes, ça a duré 3/4 d'heure. Ces 3/4 d'heure-là leur étaient nécessaires sur leur parcours de formation. Il y a eu une cohésion ensuite très forte qui n'était pas présente avant. Tout le monde s'entendait très bien, mais la cohésion ensuite a été beaucoup plus forte. Donc 3/4 d'heure de prise sur 5 heures, quand je l'ai laissé échanger, j'avais un peu de panique quand même sur comment je vais faire moi en tant que formatrice pour qu'ils atteignent l'objectif. À la fin des 3/4 d'heure, je leur ai demandé si le sujet était clos et si on pouvait reprendre le cours de la séance. Tous ont validé. Je leur ai présenté à ce moment-là l'objectif et les étapes pour réussir. Et je leur ai annoncé le temps. Moins 3/4 d'heure. Moins 3/4 d'heure. Je leur ai dit, voilà, nous avons 5 heures moins les 45 minutes que nous venons de passer. Attention, c'est pas la course au contenu si au bout des 5 heures, ce n'est pas fini, à moi de trouver la solution pour que... on n'était pas en fin de parcours, donc il y a toujours une solution pour que ça soit repris à un autre moment, après le stage. Peu importe la solution qui est trouvée, mais l'idée fondamentale c'était, j'avais prévu 5 heures. Si au bout des 5 heures, vous êtes encore en processus dans les activités, vous continuez. Vous continuez et on verra comment... on se prendra un temps avant la fin des 5 heures pour voir où vous en êtes et voir quelle solution on trouve. Et ensuite, démarrage des activités. On était sur l'objectif, sur l'OPO, l'objectif pédagogique opérationnel, on était sur un niveau 3 de la taxonomie de Bloom. Donc on est sur une mise en application sur laquelle on venait greffer la connaissance. Donc plutôt une séance avec une implication forte pour leurs apprentissages. Ce qui s'est passé durant la séance a juste été un moment magnifique en tant que formatrice, puisque je pose l'objectif, je pose les activités, démarrage des activités, l'ensemble des deux groupes se sont appropriés la séance. J'ai même vu un apprenant qui était plutôt effacé,
dans le groupe par timidité. Prendre la main, en fait, je le revois visuellement aller au tableau blanc et expliquer, en fait. On était sur pratico-pratique, sur des calculs de remboursement, donc plutôt au niveau de complexité élevé. Et il a pris la main pour expliquer à son groupe aux pairs, à ses pairs, la façon dont il fallait calculer tel remboursement dans telle situation. Ça a eu un effet hyper positif sur tout le groupe, puisqu'ils se sont dit « Ah, mais si Florian est capable de prendre la main pour nous expliquer, ça veut dire que nous, on a le droit de prendre la main sur la séance. Nadège, tu nous autorises mais évidemment, vous avez les faits, vous avez l'objectif qui est écrit et qui va rester tout le long de la séance. Vous avez, il me semble, 2 activités. Les activités à réaliser, faites. Je me suis forcée à ce moment-là à travailler mon inutilité. C'est-à-dire que je me revois physiquement vouloir, par moment, venir reprendre la main sur l'animation, faire un pas en avant pour y aller, et vraiment à ce moment-là, de me dire « Nadège, est-ce qu'ils ont besoin de toi ? Non. Donc tu fais 3 pas en arrière, et tu vas t'asseoir et tu observes ce qui se passe, et tu interviens seulement si tu as besoin de réguler. » Je n'ai pas eu besoin de réguler, mais c'est surtout que ils ont été beaucoup plus loin que ce que moi j'avais préparé et les attendus et les intentions que j'avais posées par anticipation, parce qu'on oublie d'anticiper en fait. Au bout des 5 heures, connaissance, compréhension et mise en application, c'était atteint. Et il y a eu une dimension que je n'avais pas mesurée, c'est-à-dire que ça a eu des effets très positifs sur, comme je vous le disais, sur cet apprenant Florian, et puis du coup, ça a été répercuté sur l'ensemble du groupe, où ils se sont rendus compte qu'ils étaient pleinement acteurs de leurs apprentissages et que ils étaient un groupe soudé, qu'ils étaient là pour s'entraider les uns les autres. Donc évidemment qu'ensuite en stage, ça a continué d'avoir un effet positif, puisque dans le transfert des apprentissages, sa situation de travail, ils se sont épaulés. Il y a quelque chose que tu cites jamais dans tout ce que tu viens de nous dire, c'est le mot accompagnement. parce que là, moi j'ai entendu que de l'accompagnement. Oui. C'est que de l'accompagnement. C'est les accompagner à eux apprendre. Et il se place où, toi, concrètement, l'accompagnement ? Comment tu décris ça ? Alors, il faut savoir que derrière le terme accompagnement, on pense souvent qu'il y a que de l'accompagnement individuel et formalisé sous forme d'entretien. En réalité, l'accompagnement, il est partout, il est omniprésent. Il a diverses formes. On voit hein, dans ce que j'ai pu raconter ici, qu'il est également collectif, qu'il se formalise, ne serait-ce que d'écouter les émotions, le ressenti des apprenants. Il est partout et il peut prendre mille et une formes en fait. En réalité, l'accompagnement est quelque chose de protéiforme dans lequel vit l'apprentissage. Exactement. C'est un peu ça l'idée. Élément vital des apprentissages. Dans ces dimensions-là, tu me parles d'apprentissage présentiel. Oui. Tu sais qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler de distanciel. Oui. Tu as une idée de la place de l'accompagnement dans la dimension de cette FOAD, ces formations ouvertes à distance, e-learning. Tu vois une place ou c'est quelque chose où on n'en a pas besoin ? Si. L'accompagnement est un élément vital. Je pèse le mot vital en fait dans le processus d'apprentissage. L'expérience vécue, quand je dis que c'était un élément déclencheur, un élément clé dans ma vie de formatrice, oui, je le garde en tête tout le temps.
On ne peut pas faire sans, même en distanciel. Bien évidemment qu'il prendra une forme différente, en temporalité, en modalité, tout simplement, mais oui, nécessaire également. Pour que les apprenants c'est pas le verbe maintenir dans les apprentissages, mais qu'ils soient... aide-moi, Laurent. Pas le verbe maintenir, mais qu'ils se maintiennent dans les apprentissages. De motivation intrinsèque qui est fort. Tout à fait. Et puis il y a aussi un phénomène, et j'espère qu'un jour on pourra en débattre et en discuter sur ce podcast, ce qui est la volition, c'est-à-dire la capacité de développer le vouloir-faire. On sait que la motivation est quelque chose de fluctuant. On a beau être très motivé au départ, on n'arrive pas forcément à mettre en action. Et nous, on a développé des stratégies qui maintiennent cette volition très très forte. Et en vérité, ce que tu nous as décrit avant, c'est pour ça que j'en parle, cette capacité de faire en sorte que tout d'un coup, ils se mettent par eux-mêmes à aller plus loin que même là où tu pensais les amener, c'est uniquement de la volition, c'est même plus de la motivation. Là. Ils sont dans cet élément haut là. Tout à fait. Et je te pose la question sur le e-learning parce qu'aujourd'hui, dans nos pratiques de e-learning, on se rend très bien compte que la capacité de l'apprentissage social maintenu, même pour quelqu'un qui est tout seul de son côté, la participation à des travaux de groupe, à du feedback toujours au plus près de l'activité, est quelque chose de fondamental. Et donc, je pense qu'il est nécessaire de construire un dispositif d'accompagnement, de définir les modalités en fonction des besoins. Et par-dessus, ou plutôt ça vient recouvrir la phase d'apprentissage. L'apprentissage, c'est quelque chose de volontaire et d'autonome, mais il faut que ce soit accompagné. Et dans ce que tu nous décris, moi je suis très content d'entendre ça parce qu'on l'a mesuré plein de fois, l'idée de « oh là là, on va perdre 3/4 d'heure ». En vérité, tu as gagné 2 heures, quoi. Et ça n'a pas de prix, ça, pour l'apprentissage. Est-ce que tu as eu l'occasion de reconduire ces expériences ? Est-ce que c'est quelque chose qui était ponctuel ou c'est quelque chose qui t'accompagne dans ta pratique ? Ça m'accompagne dans ma pratique au quotidien puisque j'ai pu le vivre, le mesurer, le vérifier. Je te rejoins, nous ne perdons jamais de temps. On reste maître en fait de la construction, de la co-construction des séquences et des séances. Le mot co-construction il est important donc puisque tu parles de volition. Les apprenants acteurs de leurs apprentissages gardent eux l'objectif en vue et on est avec des adultes. Donc oui, évidemment, jusqu'à encore la semaine dernière, il y a besoin quand il y a besoin de... c'est pas une parenthèse, on ne peut pas parler de faire une parenthèse, mais de se poser avec eux puisqu'il y a besoin en fait qu'ils s'expriment et même si il n'y a pas de solution sur l'instant T, l'écoute fait 80% et après ils trouvent leur solution par eux-mêmes derrière. Pensons toujours à ça, c'est que l'adulte, les enfants, mais ici les adultes, puisqu'on est formateur pour adultes. Ont pleine capacité et potentiel de trouver leur propre solution. Il faut juste leur laisser la place. Il faut mesurer aussi que chaque personne a une solution peut-être différente. Différente, des objectifs, des modalités, des besoins différents. Donc on se doit, nous, de les accompagner dans cette hétérogénéité, tout en les guidant vers un point commun. Et ils y vont par où ils veulent, quoi. Exactement. Nous accompagnons. Nous n'imposons pas. Nous ne tirons pas dessus, en fait, pour les faire grandir. La métaphore de la fleur et du formateur. Le formateur est un jardinier. S'il tire sur la fleur pour qu'elle grandisse, elle casse. Alors que s'il l'entretient, il en prend soin. Il la bichonne. Voilà, il lui permet de grandir par elle-même. Elle donne le meilleur. Elle te donne la plus belle fleur. Est-ce que tu pourrais... partager un conseil
avec nous pour une formatrice ou un formateur qui n'aurait pas exercé ça? Comment tu lui donnerais qu'est-ce que tu lui donnerais comme clé là pour peut-être venir dans cette façon de faire? Comment tu t'y prendrais? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Qu'est-ce que tu me dirais de faire, tiens? Concrètement, tu me dirais, écoute, tu vois, j'ai pas cette pratique. Moi, je fais mon plan, moi, hein, je déroule. Hein. Je suis chez mon injonction. Déjà, on m'a donné beaucoup moins d'heures pour réussir. Voilà, je suis payé moins cher et il faut que je réussisse à tout prix. Donc, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil là pour que justement, et là, je vais reposer la question pour que les apprenants réussissent, parce que mon objectif, c'est pas de réussir moi. Dans la construction, dans la préparation des séances et des séquences, se poser la question suivante. Pour créer les activités, l'objectif, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de savoir quoi? Ils ont besoin de savoir faire quoi? D'adopter quoi en savoir être? C'est le mot qui est mis en termes de compétences. J'utilise maintenant plutôt le mot savoir comportemental. Qu'est-ce qu'on attend comme comportement au poste de travail en fait? Ça permet aussi que l'être qui reste ce qu'ils sont et quel comportement ils doivent avoir. Donc vraiment, ils ont besoin de quoi? De savoir quoi, de savoir faire quoi, d'avoir quoi comme comportement. Ça va permettre déjà de se centrer sur eux et non pas sur nous, ce qu'on a envie de faire en tant que formateur. D'accueillir aussi au moment de l'animation, bien évidemment créer un climat de confiance. Ce climat de confiance, c'est aussi travailler sur notre posture et de réussir à accueillir l'apprenant tel qu'il est, que ce soit dans l'avancement de ses apprentissages, mais aussi émotionnellement, à l'instant T, sachant que l'instant T, une minute plus tard, ou un jour plus tard, ou trois mois plus tard, il sera évidemment différent et sans jugement. Sans jugement, puisqu'en tant que formateur, formatrice, nous induisons énormément. Et déjà de se dégager de jugement et d'accueillir l'apprenant ou les apprenants à l'instant T où on est avec eux, ça facilite tellement notre pratique, puisqu'on a beaucoup moins de parasites sur le fait qu'on imagine, on interprète des mots, etc. Et du coup, posez les questions. Si vous percevez quelque chose chez l'apprenant, si vous entendez quelque chose, si c'est pas devant le groupe, mais à faire, et là bien sûr on revient sur l'accompagnement, mais même en aparté, d'aller avec eux, en fait, d'être avec eux, d'être présent à eux. Juste une question des fois. En partant peut-être de jeu, parce qu'on est toujours dans la communication, c'est aussi nos interprétations en tant que formateur. Du coup, c'est souvent je commence par j'observe ça, ou j'ai pu remarquer ça, ou je vois ça. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Etc. Et en général, ça désamorce. Si c'est pas le moment, parce que ça m'est arrivé aussi qu'un apprenant me dise Nadège, c'est pas le moment. Très bien, je reste à ta disposition. Tu peux m'envoyer un message. Bien sûr, on pose un cadre dans l'accompagnement également, et aussi sur la temporalité. C'est pas non plus de répondre au téléphone à 23h. Mais voilà, tu peux m'adresser un mail, on peut recaler un moment ensemble, et si tu sens que c'est le moment. Et puis la solution, sur nos contraintes logistiques, sur nos contraintes de temps, puisque ça revient de façon permanente. La solution vient aussi des apprenants. On n'est pas seul en fait. On est avec les apprenants et la solution vient en co-construisant avec eux. Donc je dirais de lâcher notre peur du tout contrôle. Ok. Moi, je suis très content aujourd'hui d'avoir échangé avec toi. Je suis très content qu'on parle de cette dimension d'accompagnement. Très souvent, on est sollicité, nous, à l'échange, sur de l'outil, sur de la technique.
aussi sur du contenu. Je crois qu'aujourd'hui les priorités sont sur plutôt les activités et comment on va faciliter la mise en activité, la mise en action. Ça sera peut-être intéressant que nos auditeurs nous disent s'ils ont envie qu'on aille un peu plus creuser dans cette dimension d'accompagnement. Et j'aurais vraiment plaisir à te ressolliciter justement dans ces éléments purs d'accompagnement, c'est-à-dire comment je fais pour qu'ils apprennent. Et ça, je crois que c'est une clé, c'est pas partagé, parce que c'est des expériences qui sont un peu plus compliquées et puis un peu moins évidentes qu'un outil, cliquer sur A, cliquer sur B. Mais je crois que, enfin je le crois pas, j'en suis persuadé parce que je le pratique aussi, que la clé c'est j'enseigne mais ils apprennent. Et là, il faut bien qu'on distingue les deux et accompagner aux apprentissages, être ce facilitateur, cette facilitatrice que tu disais. Je pense que c'est essentiel. Donc, écoutez, chers auditeurs, si vous avez, comme moi, envie encore de rebondir sur ces dimensions d'accompagnement, faites-nous le savoir en commentaire. Et nous on saura. Je ressolliciterai si elle est d'accord, Nadège, pour venir parler de sujets d'accompagnement. Ça me paraît essentiel. Je te remercie pour cet échange. Et bien sûr, tu vois que la porte est ouverte pour d'autres nouveaux podcasts autour de la formation et peut-être plus précisément avec toi sur l'accompagnement. Je te remercie énormément, Laurent. C'était très agréable d'échanger et avec un grand plaisir sur les 1001 sujets possibles sur l'accompagnement en tant qu'élément facilitateur des apprentissages. Et je crois que là, on va aborder quelque chose. Moi, je dis souvent à mes apprenants, en tant que formateur, je suis là pour vous apprendre ce qui n'est pas décrit dans le livre. Et je crois que ça, c'est pas trop écrit dans le livre. On a les théorisations de l'accompagnement, mais vraiment pouvoir échanger sur de la pratique opérationnelle d'accompagnement aux apprentissages, je crois qu'on va passer des bons moments ensemble et qu'on va avoir des bonnes discussions. Je te remercie. Merci à toi. Au plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne écoute.